la possibilité de répondre. Que sont des énantiomères? Que faut-il pour qu'il y ait des molécules énantiomères? Alors, des énantiomères, image dans un miroir, qu'elles soient identiques dans un miroir, mais rappelez-vous, mais quoi? Sinon, elles sont identiques tout court. Donc, chiral, ok, Benoît, mais chiral veut dire quoi? Présence de quoi? Allez, j'ai besoin donc de 2 compléments. Pas superposable, très bien. Riyad donc vient compléter la réponse de Damien et de Chloé. Donc, il faut qu'elles soient images l'une de l'autre dans un miroir, mais non superposables. Sinon, ça veut dire que c'est la même molécule. Et ce ne sont pas des stéréoisomères dans ce cas-là. Ou alors, vous pouvez aussi répondre comme le fait Benoît. Ça veut dire que la molécule est chirale et elle est chirale Benoît, effectivement, comme Maxime, s'il y a présence d'un carbone asymétrique. Donc, très bien. Je retourne sur la question. Dites-moi, y a-t-il présence d'un carbone asymétrique? Alors, peut-être que c'est plus simple si vous avez la molécule sous les yeux. Voilà, elle est là, la molécule. Est-ce qu'il y a un carbone asymétrique? OK. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y en a pas et on se rappelle ce qu'est un carbone asymétrique. C'est un carbone lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc ici, j'ai bien un carbone, mais il est lié à 3 atomes d'hydrogène, donc 3 atomes identiques. Idem pour ici, idem pour là. Et ce carbone-là, attention de ne pas tomber dans le piège. Je sais qu'il y aurait des élèves qui m'auraient dit que ce carbone était asymétrique parce qu'il est lié ici à 3 atomes ou groupes d'atomes différents. Ce qui ne va pas, c'est que j'ai dit 3. D'accord? Donc, pour qu'un carbone soit asymétrique, il faut qu'il y ait 4 liaisons simples, donc avec des atomes ou des groupes d'atomes différents. Donc, pas de carbone asymétrique. Donc, si je reviens sur le sujet, je peux répondre, je résume. Il y a des stéréoisomères de conformation parce qu'il y a des liaisons simples et je tourne autour de ces liaisons par simple rotation. Il n'y a pas, par contre, de stéréoisomères de configuration parce que cette molécule ne possède pas de carbone asymétrique. En plus, il n'y a rien qui vous dit qu'il ne faut pas aller plus loin en disant, en donnant la définition de carbone asymétrique. Donc, je la trouve un peu dure à cette question. Elle pourrait clairement nécessiter une réponse de 10 lignes. Donc, pas de stéréoisomère de configuration. Et finissons sur les derniers. Y a-t-il des diastéréoisomères possibles? Allez, qui me rappelle ce que sont des diastéréoisomères? On va partir des plus simples, c'est-à-dire ce que vous devez connaître. Qu'est-ce que sont des diastéréoisomères? Qu'est-ce qu'il faut nécessairement dans la molécule pour pouvoir envisager la possibilité de diastéréoisomère? OK, parfait, double liaison. Maintenant, ça ne va pas suffire comme réponse parce que si je viens voir ici, je vais dire: «OK, il y a bien une double liaison». Alors déjà, c'est une double liaison entre 2 atomes de carbone, hein, donc celle-ci ne compte pas, c'est bien celle-ci qui m'intéresse. Donc j'ai bien une double liaison entre 2 atomes de carbone. OK, bah, si je réponds que ça ne suffira pas, j'aurai pas les points. Donc quoi d'autre pour qu'il y ait des diastéréoisomères? Allez, je vous donne la réponse. Alors attention, ne confondez pas le carbone asymétrique, image l'une de l'autre dans un miroir, d'accord? Donc image l'une de l'autre dans un miroir, ce sont les énantiomères, les diastéréoisomères justement ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir, hein. Je vous invite à revoir votre cours s'il y a besoin pour avoir les exemples. Alors dans le cas des diastéréoisomères, il me faut une double liaison entre 2 atomes de carbone et pour qu'elle existe, il faut que, donc on a la première exigence, d'accord? Et la deuxième est celle-ci, chaque atome engagé dans la double liaison doit être lié à 2 groupes d'atomes différents. C'est-à-dire que j'ai un C qui est lié ici dans mon exemple à un H et un R. Donc ça suppose que H et R sont différents. R est une chaîne carbonée. H et R' sont différents. Si je reviens dans mon sujet d'aujourd'hui et que je vous remets ici le méthacrylate de méthyle dont il est question. Vous regardez ici ce C,
ils portent 2 atomes d'hydrogène. Donc qu'il y en ait un en haut, l'autre en bas ou l'autre en haut et l'autre en bas, ça ne changera rien. D'accord? Je n'ai pas de diastéréoisomère possible. OK? Est-ce que tout le monde est convaincu? Le rappel du cours a été utile pour tous? Alors peut-être pas pour tous, il y en avait qui n'avaient pas besoin de moi. Cela dit, je vois dans vos réponses sur le chat qu'il y a un manque de rigueur parfois, hein, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut qu'on améliore. Allez, osez poser des questions, bien sûr, hein, s'il y a un souci, il y a 0 complexe, on est à l'aise, hein, d'accord? Pas de questions bêtes, toutes servent à quelque chose. Donc on a fini ça. Vous avez vu, on a passé beaucoup de temps, je vais essayer d'être un petit peu plus rapide sur la suite. Dites-moi à la limite, hein, si je suis trop lente et si je peux aller plus vite, hein, faut pas que vous vous ennuyiez non plus. Alors, maintenant dans cette deuxième partie, on va étudier plus spécifiquement la synthèse du MAM par le procédé MGC et on vous raconte que, du coup, le bilan de cette synthèse est celui-ci. Oui, très bien, Riyad, pour la question. S'il y a plus d'un carbone asymétrique, c'est un diastéréoisomère. C'est vrai, on l'a vu dans mon cours, on est en limite du programme et on est vraiment en limite du programme. C'est pour ça que j'en ai pas parlé ici. Mais effectivement, on parle de diastéréoisomère aussi quand il y a 2 carbones asymétriques. Tu as raison, Riyad. Bravo. Alors, donc je reviens sur le sujet ici. Donc on vous donne le bilan de la synthèse. Donc pour créer du méthacrylate de méthyle, il nous faut de la propanone, du cyanure d'hydrogène, du méthanoate de méthyle et on forme le produit que l'on désire plus un sous-produit, le méthanamide, qui n'est pas celui que l'on recherche, hein. On vous dit que ce procédé fait intervenir 4 réactions successives correspondant à la synthèse du MAM, c'est-à-dire ici on retrouve bien le MAM, et que la dernière étape permet de régénérer le cyanure d'hydrogène. Le cyanure d'hydrogène qui est HCN. Vous voyez qu'il est utilisé en tant que réactif, mais que sur la dernière étape, on le reproduit, on le régénère. Donc très bien. On vous raconte que les déshydratations qui conduisent au MAM et à l'acide cyanhydrique s'effectuent à 500 degrés Celsius. Qui peut me dire quelles sont les réactions entre A, B, C, D et E qui sont appelées des déshydratations? Parce que franchement, on pourrait se dire de quelle déshydratation on me parle là. Alors, est-ce que vous comprenez ce qu'est une déshydratation? Alors, Franck propose la D. Pourquoi la D, Franck? Riyad, la D et la E. Mathias, la D. OK. Pourquoi la B, Fanny, dans ce cas-là? Car l'eau se désolidarise. Je suis d'accord avec ça. Donc, attention, pour Fanny et Lucas qui ont répondu la B, moi je dirais que dans la B, c'est une hydratation, au contraire. D'accord? On apporte une molécule d'eau qui va donc s'intégrer à la molécule de départ. D'accord? Donc on vient, on va dire, je ne sais pas, hydrater, humidifier. D'accord? La molécule d'eau vient se rajouter. Alors qu'à l'inverse, dans les réactions D et E, vous voyez qu'il y a une déshydratation. On déshydrate, on enlève une molécule d'eau et on la voit du coup apparaître du côté des produits. D'accord? Allez, ça marche. OK, donc ça, on a lu. Damien, tu me presses pour aller plus vite. Allez, j'enchaîne du coup. Associer aux réactions A, C et D du processus une catégorie de réactions parmi les suivantes. Élimination, addition ou substitution, c'est hyper facile. Par contre, attention, il y a justifié. Donc, il faut qu'on soit au point sur les définitions. Allez, donc on y va. Pour la A, Damien, tu as déjà répondu. Donc, Damien, est-ce que tu peux du coup justifier pourquoi c'est selon toi une addition? Alors tu avais raison, c'est une addition, il n'y a pas de souci. On passe de 2 molécules à une seule molécule. D'accord? Donc la molécule d'HCN est venue s'ajouter à celle-ci. Mais dans votre justification, il doit vraiment y avoir quelque chose qui apparaît. Là, pour l'instant, je ne l'ai pas, Damien. Donc, cette addition est possible grâce à quoi? Regardez qu'est-ce qui a disparu. Très bien, Chloé, la liaison multiple. Donc, l'addition est possible parce qu'il y a une liaison multiple qui va s'ouvrir pour venir accepter ici le CN qui est venu s'ajouter. Alors, attention, Damien, tu m'as dit que le CN s'ajoute à la molécule. Attention, c'est le HCN qui s'ajoute, hein.
Il n'y a pas qu'une partie, il y a tout qui est venu s'ajouter. Regardez, le CN est venu se mettre directement sur le C et le H qui reste est venu s'ajouter au O, qui du coup avait perdu une liaison de sa liaison double. Donc, il avait une liaison disponible. D'accord? Donc, c'est bien une réaction d'addition possible parce qu'il y a présence d'une double liaison. On continue sur la C. On vous demande la même chose pour la C. Qu'en pensez-vous? Alors, comme j'ai dit, hein, c'est hyper simple de choisir entre les 3 propositions. On voit clairement que ce n'est pas une addition parce qu'on ne passe pas de 2 à 1. Et on sait très bien que l'élimination, c'est facile, c'est l'inverse de l'addition. Donc là, on a rien que par élimination, sans rien rechercher, on sait que ça va être une substitution. Moi, ce que j'attendrai dans une justification ici, c'est me dire, vous substituez quoi par quoi, s'il vous plaît? Allez, qu'est-ce qui vient se substituer? Donc, regardez bien ce qu'il y a dans la C. Alors, Damien, tu en prends trop. Alors, attends. Le C, si je regarde, hein, il reste, si vous regardez ce réactif-là avec ce produit-là, qu'est-ce qui a disparu? Seulement quoi? De là à là. Qu'est-ce qui est parti? Tu en prenais trop, Damien. Juste le NH2. D'accord? Il y a juste le NH2, le groupe NH2 qui est parti. Et le NH2 a été remplacé par quoi? Si je regarde ici, le NH2 a été remplacé par quoi? Qu'est-ce qui prend la place du NH2 ici? Le OCH3. Parfait pour France. D'accord? Donc le NH2 est venu remplacer le OCH3. Très bien. NH2, attention Lucas, NH2 remplacé par OCH3. Hein? Utilise, moi c'est pas évident là, prends un surligneur, voilà, tu regardes ici, tu prends la molécule, tout ça c'est pareil, tout ça c'est pareil, CO c'est pareil, et là ça s'arrête, là je mets un trait, je ne sais pas si je peux écrire un trait, hop, non, ça l'enlève, bref, vous voyez ici, là, je coupe ici la molécule, donc jusqu'au CO c'est pareil, donc c'est le OCH3 qui est venu remplacer le NH2, tout simplement. Allez, on continue. On a justifié les 3 catégories de réactions. Donc ça aussi, ça m'a fait du bien de revoir ça. Regardez, c'est la fiche que vous avez là. Donc un autre chapitre où on avait tout ça à prendre. Donc on l'a utilisé ici dans ce sujet. Allez, on continue. Maintenant, mécanisme réactionnel. Allez, ça aussi, c'est bien. Il est très, très bien celui-ci. On vous donne une des étapes de la réaction A. On vous demande de copier cette équation et d'ajouter les doublés libres manquants sur les différentes entités en présence. On vous précise bien les molécules et ne pas oublier les ions. Représenter les flèches courbes et justifier l'orientation de ces flèches. Allez, je vais passer du coup sur l'écran. Sur le tableau. Donc, j'espère que vous avez le sujet pas loin. Donc, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais le faire en plus gros. Donc, j'ai H+, alors je reproduis pour l'instant exactement ce qu'il y a sur le sujet. On va compléter ensemble les doublés non liants, puisque c'est ce qu'on nous demande de faire. Je vais être obligée de passer dessous pour que vous puissiez tous voir. Alors, vous vous rappelez surtout que les flèches qui représentent du coup les transferts de doublés d'électrons se font du côté des réactifs, toujours. Hein. On explique ce qui s'est passé à gauche pour rendre compte de ce que l'on obtient à droite. Alors, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, où est-ce qu'il faut rajouter des doublés non liants? Pour ce faire, il faut se rappeler de la règle de l'octet. Hein. Alors, sur le N, tu as raison, Riyad. Le N, on voit que l'atome d'azote a 3 liaisons simples. Pour arriver à la règle de l'octet, pardon, c'est très gros. Pour arriver à la règle de l'octet, il faut qu'ils soient entourés de 4 doublés. Donc, il y a 3 liaisons, donc 3 doublés liants. Je lui rajoute un doublé non liant. J'en ai un sur le C, Chloé, très juste. D'accord. Donc, il y a 3 liaisons simples pour le C, donc forcément un doublé non liant. Si je compte, pour comprendre,
Pourquoi il y a ce signe moins sur le carbone? Hein, n'oubliez pas qu'il y ait ce signe moins. Qui pourrait me justifier pourquoi il y a un signe moins sur le carbone? On en a parlé avant les vacances, ça avait posé question, je vous avais refait tout le cours sur la structure électronique. Est-ce que du coup maintenant ça c'est acquis ou est-ce que je dois y revenir encore? Pourquoi y a-t-il une charge négative sur le carbone? OK, très bien. Allez, je suis en train de vous faire ça. Du coup, structure électronique du carbone, c'est K2L4. Donc, il est censé avoir 4 électrons sur sa couche externe. Et si vous comptez ici le nombre d'électrons qu'il a, eh ben, il en a un apporté par chaque liaison simple, d'accord, avec l'atome d'azote. Donc, ça fait 3 électrons apportés par les liaisons, la liaison triple avec l'azote, plus 2 du doublé non liant, ça fait 5, ça fait un électron de plus. Parfait. Et donc, du coup, je finis avec mes doublés non liants et je crois que j'avais vu effectivement qu'il m'en fallait aussi ici sur l'atome d'oxygène. Parce que l'atome d'oxygène a ces 2 liaisons ici avec le carbone, il lui manque donc 2 doublés non liants pour satisfaire la règle de l'octet. Est-ce que j'ai fini? Est-ce que vous voyez encore des choses à ajouter? En termes de doublés, hein, pour l'instant, je ne fais pas encore les transferts. Non? OK. Alors moi, j'aurais rajouté, Émilie me fait sur au moins. Effectivement, Émilie, combien sur au moins du coup? 3, parfait. Effectivement, il y a qu'une liaison simple, donc pour les 4 doublés, il faut 3 non liants et du coup, je vais rajouter aussi sur le N pour être tout à fait précise parce que vous ne le voyez pas, mais c'est caché. Là, je vais essayer de le faire. Oh, c'est pas évident. Non, c'est pourri, hein, mais entre le C et le N, j'ai mis ma liaison triple, là, qui n'est pas représentée parce que c'est pas le groupe important. Il y a de la liaison triple, donc le carbone a bien ses 4 liaisons, mais l'azote, il lui manque du coup un doublé non liant. OK, celui-ci, je pense, n'était pas du tout attendu, hein, mais il n'y a pas de souci, c'est vraiment pour être rigoureux jusqu'au bout. Alors maintenant, analysons ce qui s'est passé. D'accord? C'est la partie la plus intéressante, mais si vous n'aviez pas fait les doublés non liants, vous ne pouviez pas comprendre. Donc maintenant qu'on a tout ça, comprenons qu'est-ce qui s'est lié à quoi. Alors, le H+, vous l'avez ici, vous l'avez là, donc lui, il n'intervient pas. Ici, vous voyez que l'oxygène avait donc 2 doublés non liants et il passe dans le produit avec 3 doublés non liants. Donc, il s'est passé quelque chose. Ce qui s'est passé, alors je n'ai pas de couleur, je ne sais pas comment faire, mais les choses qui ont changé ici, c'est ceci qui disparaît. Il y a un doublé non liant qui apparaît là, et donc une charge moins qui apparaît aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui disparaît? Il y a la charge moins qui va disparaître ici et le doublé non liant qui va disparaître là. D'accord? Allez, proposez-moi quelque chose. Pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc, la flèche part de qui et va vers qui? Qui est le site donneur? Qui est le site accepteur? Trouvez quelle liaison se forme. Il y a une liaison qui s'est formée. De la double liaison vers le C. Et je ne suis pas d'accord avec ça, Quentin. Du doublé non liant du C vers le C. Alors effectivement, regardez ce qu'il y a ici de nouveau. Il y a cette liaison qui n'existait pas. Je retrouve le CH3C, CH3, ça n'a pas changé, d'accord? Mais il y a une liaison qui vient de se former au-dessus du carbone. D'où vient cette liaison? Je vois qu'au-dessus, c'est CN qui est arrivé. Donc, comment CN a pu arriver? CN a pu arriver grâce au doublé non liant qui a permis de faire une liaison ici. Le site donneur est donc le doublé non liant du carbone, le carbone avec son doublé non liant, bien sûr. Et le site accepteur est ce carbone-là. Pourquoi c'est un site accepteur? C'est un site accepteur parce que
Je vais répondre. S'il n'y en a pas un qui répond avant. Ok, très bien, Riyad, parce que le carbone porte une charge partielle positive. Et vous comprenez pourquoi dans le sujet, rappelez-vous, il y avait un tableau avec les électronégativités. D'accord? C'est à ce stade-là que j'en ai besoin. Le carbone ici que j'ai encadré en violet porte une charge partielle positive, je vais la représenter, parce qu'il est lié à un atome d'oxygène plus électronégatif que lui. Donc, il constitue un site accepteur. Très bien. Est-ce que c'est fini? Est-ce que je m'arrête là? Non, bien sûr. Forcément, très bien pour Franck. J'ai ce doublé ici, ce doublé de liaison qui ne peut pas tenir, qui ne peut pas rester et qui vient passer sur l'atome d'oxygène. Ainsi, l'atome d'oxygène récupère un doublé non liant, d'où les 3 que vous avez en bas. Et ainsi, le carbone ne se retrouve pas avec 5 liaisons. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, il a bien 4 liaisons. Voilà. J'espère vraiment que tout le monde a compris ces mécanismes réactionnels. Moi, je trouve que c'est un jeu. C'est un jeu, il n'y a pas besoin d'être bac plus 10 pour comprendre ça, d'accord? On repère bien ce qu'on avait avant, on repère ce qu'on a après et on essaie de comprendre ce qui a pu se passer. Hein, et c'est ça qui est le fondement de la chimie organique dont on parlait aussi juste avant les vacances, pour comprendre que en maîtrisant ces jeux-là, ces jeux de construction, eh bien, on peut trouver des réactions nouvelles qui permettent de créer des molécules nouvelles. Tiens, je prends celle-ci avec celle-ci, je sais qu'il va y avoir une affinité, je sais que les réactions possibles sont celles-ci, je peux créer cette molécule-là que je ne connais pas et peut-être étudier ses propriétés intéressantes pour je ne sais quel domaine. Voilà comment ça fonctionne. Allez, donc cette parenthèse est faite. Je reviens sur le cours. Je reviens sur le sujet. Donc, on a répondu à cette question-là. Hein. Donc, je répète, on fait donc les 2 flèches qui représentent et on raconte qu'il y a un transfert de doublé d'électrons entre le site donneur, qui est le carbone porteur d'un doublé non liant, et le site accepteur, qui est le carbone porteur d'une charge partielle positive. Et ensuite, l'atome d'oxygène ici devient un site accepteur parce qu'il est plus électronégatif que le carbone. Et donc, ce carbone qui possède trop de doublés va en céder un à l'atome d'oxygène. Voilà. Allez, j'espère que c'est clair. Je continue. Afin de vérifier que le procédé conduit au produit attendu, on utilise la spectroscopie IR et RMN. Ces méthodes sont appliquées pour chacune des espèces suivantes, la propanone, le méthanoate de méthyle et le MAM. 2 questions identiques. La spectroscopie IR permet-elle de différencier ces 3 espèces justifiées? Et pareil pour la spectroscopie RMN. Donc, je vous ai préparé ici pour qu'on en discute ensemble. Donc, je vous ai remis le tableau de spectro IR qu'on vous donne dans le sujet et je vous ai mis la molécule de méthacrylate de méthyle. Donc, le produit que l'on cherche à synthétiser. Dites-moi, s'il vous plaît, ce qu'il y aura, ou alors on va essayer de simplifier. C'est la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3, 4, 5, 6. Dites-moi, quelle bande d'absorption allons-nous voir sur le spectre du MAM? D'accord? Plutôt que de m'écrire, vous mettez 1, 2, machin chouette. D'accord? Ça ira plus vite pour vous. Donc, comprenez bien. Est-ce qu'on a du C-triH? Est-ce qu'on a du C-tétraH, du COSR, etc. Dites-moi, selon vous, ce que l'on devrait avoir comme bande d'absorption dans ce spectre. Pour Damien, il n'y aurait que la colonne 3 ou c'est un début, Damien? C'est un début, ça marche. Ok. Donc, effectivement, si on commence par le plus simple, hein, on sait très bien qu'ici, c'est un ester. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ici, je vois C double liaison O de l'ester. Forcément, je peux entourer ça. J'aurai celle-ci et j'aurai pas ici, ce n'est pas une cétone. Donc, ça, je le barre. Donc, c'est sûr, j'ai le 3. Chloé nous parle du 5. Le 5, donc celui-ci, 1, 2, 3, 4, 5, celui-ci. Effectivement, facile, c'est double liaison C. J'aurai aussi cette bande d'absorption-là. Pour l'instant, j'en suis à 2. Je suis loin d'avoir fini. Qu'est-ce que c'est triH? Qu'est-ce que c'est un C-tri par rapport à un C-tétra? Il y a combien de... ouais.
il y a combien de carbone tri, tiens, dans la molécule? Pour voir si vous savez répondre. Combien y a-t-il de carbone tri? Alors, tri pour trivalent, en fait. Alors, même si je ne vous ai pas défini ce qu'est là actuellement un carbone trivalent, essayez de voir avec l'intuition qu'est-ce que ça peut être un C-tri et un C-tétra. Et donc, dans cette molécule, qui serait un C-tri et qui serait un C-tétra? Allez, pour voir si certains ont cette intuition-là, combien vous voyez de C-tri dans la molécule? Pour Yad, il y en a 2. Allez, j'attends un peu vos retours. Pour Chloé, il y en a un. Allez, ça fait peu de retours par rapport aux 69 élèves connectés. Alors, C tétra, Franck, très bien, c'est les C qui sont liés avec 4 liaisons. D'accord? Donc, très bien pour Franck. C tétra, c'est 4 liaisons. Riyad, un C-tri, c'est donc lié à 3 groupes. Il y a 3 liaisons pour un C-tri. Très bien. Et ben donc, du coup, il y a combien de C-tri dans la molécule? Pour Franck, il y en a 2, mais non, attention, hein, j'en vois 3. Un, ici, celui-ci. Celui-là est un C-tri et celui-là est un C-tri. D'accord? Ok, très bien. Vous avez 3 C-tri, mais attention, des C-tri-H. Lui n'a pas de C-tri-H, hein, il n'est pas lié à des hydrogènes, lui non plus. Là, on a un C-tri, donc c'est lié à 3 liaisons, donc c'est bien un C-tri, et il est bien lié à un H. Donc cette colonne-là correspond à ce groupe ici. D'accord? Donc vous allez avoir cette bande d'absorption. Dites-moi, est-ce que j'aurai du C-tétra-H? Donc C-tétra-H, c'est un C qui est lié à 4 liaisons, dont une au moins avec un atome d'hydrogène. Donc oui, j'ai 2 C-tétra, j'en ai un là et tous les deux portent des hydrogènes. Donc j'aurai forcément aussi cette bande d'absorption. Il m'en manque plus qu'une. On dit, on a ça, on a ça, on a ça, on n'a pas de cétone, on a un C double liaison C, c'est facile, il est là. Et celui-ci, vous ne m'avez pas dit, je l'ai ou je ne l'ai pas? La dernière colonne. Ouais, je l'ai. OK, oui, je l'ai. Regardez, bah, il est là, hein. Le C-tétra, c'est lui. Ça, c'est un C-tétra. Il est bien lié à 4 3 hydrogènes et celle d'à côté, ça fait 4. Et je vois bien que ce C est lié à un atome d'oxygène. Donc, dans le spectre infrarouge du MAB, il y aura 5 bandes d'absorption, d'accord? Toutes sauf celle-ci. Et si je regarde les domaines de nombre d'ondes, j'ai bien 3000, 3100, 2008, etc. Je regarde, ils ne se chevauchent pas. D'accord? Alors, je pourrais quand même rajouter que je dois avoir 5 bandes d'absorption, dont une sera carrément dans l'empreinte. Hein, vous vous rappelez la zone qu'il est difficile de déchiffrer, qu'on ne vous demandera pas de déchiffrer, en tout cas à notre niveau. Donc, j'aurai plusieurs bandes d'absorption, 5 au total, dont 4 identifiables, d'accord, qui ne se superposent pas. Voilà, donc pour le MAM, 4 bandes d'absorption sur une dans l'empreinte. Pour le méthanoate de méthyle, alors je vais vous le rajouter là, hop, on se le met à côté. Oui, je m'étais cachée, là, je vous avais fait la réponse. D'accord? Quand on écrit, il faut dire que ce sont des bandes d'absorption. Faites attention à votre rigueur dans la réponse. On dit qu'il y a une bande d'absorption de nombre d'ondes compris entre 3000 et 3100. On n'oublie pas l'unité et on dit que c'est caractéristique de la liaison. D'accord? Voilà la formulation qu'il faut. Moi, sur les contrôles, je mettais des points pour bande d'absorption, pour la valeur avec l'unité et pour dire à quelle liaison cela correspondait. D'accord? Alors, faisons la même chose sur le méthanoate de méthyle. Allez, je vous sors celui-là. Ah, pardon. Méthanoate de méthyle. OK. Combien de bandes d'absorption pour le méthanoate de méthyle? Allez, très vite, dites-moi la colonne que l'on a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'attends vos retours. Alors, pour Riyad, on a du C. Effectivement, vous avez du C ici avec 3 liaisons. 1, 2. Alors,
attention, je crois que j'ai dit 3 liaisons précédemment, c'est pas très rigoureux ce que je dis, hein. 3 atomes ou groupes d'atomes avec lesquels il est lié, d'accord? Il y a toujours 4 liaisons, faites bien attention. Donc il est trivalent. Il est lié à 3 atomes ou groupes d'atomes différents et effectivement, parmi eux, il y a un H. Donc il y aura la bande d'absorption relative à cette liaison C-H. Quoi d'autre? Il y aura la colonne 3 et 5. La colonne 3, parce qu'effectivement, c'est toujours un CO d'un ester, d'accord? Un méthanoate de méthyle, c'est la nomenclature pour un ester. Donc, il y aura cette bande-là. Il y aura la 5 qui me dit Damien, la 5, 1, 2, 3, 4, 5, celle-ci du coup? C'est ça, Damien, je ne me trompe pas? Tu confirmes qu'il y aura la 5? Ah, ok. Il y aura la 6. Le C-tétra-O, il est là. Très bien. C-tétra-O. Donc, il y aura la 6. Il y aura la 3. Il y aura la 1. Et effectivement, Quentin, on se rajoute la 2 parce qu'ici, c'est bien un C-tétra lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents, 3H, ce gros machin-là. Et on voit bien qu'il porte des hydrogènes. Donc, j'aurai 1, 2, 3 bandes d'absorption sur plus une dans l'empreinte. Donc tout à l'heure, j'en avais 4 plus une dans l'empreinte. Ici, j'en ai 3 plus une dans l'empreinte. Donc déjà, je suis en train de répondre. Ce travail-là aussi était à faire. Donc ce sujet, il est difficile parce que je trouve qu'il y a énormément de choses à écrire. D'accord? Et on vous balise pas vraiment la réponse attendue. C'est-à-dire, on vous laisse carrément libre de mettre la quantité que vous souhaitez. D'accord? Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. En général, on essaie de vendre tout ce que l'on sait. C'est dommage de garder des choses dans sa tête, à condition de ne pas être hors sujet. Donc, très bien. Pour le méthanoate de méthyle, c'est fait. Et il nous reste la propanone à gérer. Alors, la propanone, on se fait le même travail. Dites-moi donc combien de bandes d'absorption pour la propanone. Alors, j'ai du C-tri pour Riyad, C-tri, C-tri, Riyad, ou quel carbone, Riyad? Alors, pour Chloé, la colonne 2, pour Damien, la colonne 3 et 2, celui du milieu, fais gaffe, Riyad, regarde. Ici, c'est pour la liaison C-tri-H. Or, effectivement, tu as raison, le carbone du milieu est bien un carbone trivalent. Par contre, il ne porte pas d'hydrogène. Donc, tu n'as pas cette colonne-là. Hein, tu n'auras pas cette bande d'absorption. C'est bon? Ok, ça marche. Damien, alors, oula, j'ai plein de choses. Du coup, j'ai la 3 et la 4, si je suis ce que vous mettez. Donc, j'ai du C-tétra-H. Effectivement, il est là. C'est un C-tétra-H que j'ai de ce côté ou de celui-là. Ça marche. D'après ce que je suis, j'ai un CO de l'ester, puisque j'ai vu un 2, 3, colonne 3, 2, Damien, tu m'as dit. Ah, ok, c'est la 4. Donc, je n'ai pas ici un ester, c'est une cétone. Hein, vous le voyez dans le nom, propanone. Donc, j'ai le CO de la cétone ici. Et ensuite, vous m'avez rajouté que ça. D'accord, très bien. Donc, j'ai du C-tétra-H et j'ai du CO de l'acétone. Parfait. Donc, j'ai 2 options. Donc, je passe de 4 plus 1 dans l'empreinte à 3 plus 1 dans l'empreinte à 2. Donc, clairement, la spectroscopie infrarouge va permettre de différencier ces 3 molécules. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc, j'avais fait je vous avais fait les réponses ici, hein, donc c'est la même chose, c'est ce qu'on vient de dire. Donc, j'avais listé ce qu'on vient de faire à l'oral. Voilà, allez, on continue. Maintenant, on passe sur la RMN. La RMN, alors j'ai modifié, tac, tac, tac. Allez, RMN, je vous ai remis donc les 3 molécules avec les infos clona. Ça, on va se le supprimer, ça m'embête. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Allez, donc on repart sur la RMN, on va faire le même boulot. On va commencer par le plus simple. Allez, la propanone. Combien de groupes de protons équivalents voyez-vous? Un groupe. Très bien pour Damien. Attention pour Chloé. Allez, qui vient confirmer, qui vient valider pourquoi Damien
C'est juste et pourquoi Chloé se trompe. Alors Chloé a rectifié par elle-même, mais ça n'empêche, je suis sûre qu'il y en a plein qui auront vu 2 groupes aussi. Donc voilà, n'oubliez surtout pas la symétrie, hein. Que je sois ici, que je sois un atome d'hydrogène ici ou un atome d'hydrogène ici, je vois la molécule sous le même angle. Je vois exactement la même chose. Donc je vais ressentir le champ magnétique dans lequel je me trouve de la même façon, hein. Mon environnement est le même. Donc, je suis un groupe de protons équivalents et dans ce groupe, il y a 6 protons. Ces 3-là, ces 3-là. D'accord? Parfait. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Donc, dans ce spectre, j'aurai donc, si j'ai qu'un groupe, j'aurai quoi? Allez, on revoit la logique de la spectroscopie RMN. Je compte le nombre de groupes équivalents. Ça me donne le nombre de... Alors, Chloé, tu vas trop vite. Allez, j'ai pas le terme, parfait, Chloé, signaux. D'accord? J'ai un groupe, donc je sais que sur le spectre RMN, j'aurai un signal. Maintenant, je vais plus loin. Quelle sera la nature de ce signal? Alors, il y en a qui ont déjà répondu. Chloé, tu me dis que c'est un singulier. Pourquoi c'est un singulier? Allez, on justifie. C'est un singulier parce qu'il n'y a pas de voisin. Et là, je glisserai d'après la règle des n plus 1 uplé, 0 voisin plus 1 égale 1. Donc, c'est un singulier. D'accord? Parfait. D'après la règle des n plus 1 uplé, hein, n'oubliez pas. C'est un singulier, très bien. Donc, dans ce spectre, j'aurai un singulier, tout simplement. Est-ce que je peux aller plus loin en disant quel sera son déplacement chimique? Delta en ppm, c'est le déplacement chimique. Est-ce que du coup, on a des infos là-dessus? Est-ce que vous trouvez éventuellement la valeur pour le déplacement chimique de ce signal? 0,9 pour Franck. Effectivement, vous reconnaissez ici, c'est de la forme CH3 liée à un C. Donc, ce sont les hydrogènes d'un carbone qui est lié à un autre carbone. Donc, j'aurai effectivement un spectre tout simple avec un singulier à 0,9 ppm. D'accord? Et plutôt haut, ce singulier, parce qu'il y a 6 atomes d'hydrogène dans le groupe. Rappelez-vous, la hauteur du signal est liée au nombre de protons du groupe. Sur le méthanoate de méthyle, combien de groupes de protons équivalents voyez-vous? OK pour Fanny, OK pour Damien, Franck, parfait, tout simple. J'en ai 2, ici à gauche et ici à droite. Donc, je reprends toujours mon même raisonnement. J'ai 2 groupes de protons équivalents, j'ai donc 2 signaux sur le spectre. Quelle sera la nature de ces signaux? Très bien pour Damien, 2 signaux. Un qui sera quoi? Un qui sera quoi? Ce sera effectivement tous les 2 des singuliers, que si vous regardez, ces protons ici n'ont pas de protons voisins, c'est-à-dire je regarde le carbone d'à côté, pardon, je regarde l'atome d'à côté, il ne porte pas d'hydrogène, donc pas d'hydrogène voisin. Si je regarde cet hydrogène-là, je regarde les atomes voisins, ils ne portent pas d'hydrogène. Et même s'ils avaient porté des hydrogènes, je ne les aurais pas comptés dans ce cas-là parce que ce sont des oxygènes. D'accord? Franck nous rajoute qu'un signal sera 3 fois plus que l'autre, effectivement, puisqu'ici, l'intensité, ce sera lié à 3 protons dans le groupe, ici, un seul. Très bien. OK. Vous voyez encore une réponse où on peut en mettre des tonnes, hein, si vraiment on veut être donc en fait, ce qui va faire, la réponse en fait, alors je vous donne un conseil, alors que je sais bien qu'il n'y a pas l'épreuve du bac, hein, mais c'est valable pour toutes les épreuves, eh bien je mets le minimum, ce qui me semble correct et en fonction du temps qui me reste, ensuite je rajoute des informations. D'accord? Misez pas tout sur une réponse au risque de ne pas finir un sujet. Donc toujours ce qui semble juste minimum pour comprendre, je finis mon sujet et ensuite je viens apporter des compléments en fonction de tout ce que j'ai dans ma tête. Alors, donc ça c'est fait, on a dit 2 singuliers. 2 singuliers, tiens, est-ce qu'on peut trouver leur déplacement? Alors si je parle du premier ici, le CH3 du bout, il aura un déplacement chimique de combien? Est-ce que vous le voyez dans la table au-dessus? Parce que pensez bien que si on vous a mis cette table, c'est pour vous en servir. D'accord, hein, je vous avais dit, hein, vous vous mettez chaque fois une encoche ou je sais pas, une grosse croix pour dire bon, le document, je l'ai utilisé. Donc, ce CH3, il va
apparaître un signal qui est à 3,7. Très bien, tu l'as ici, là. CH3O. Donc 3,7. CH3O, 3,7. Et celui-ci, le point d'interrogation, Riyad, c'était pourquoi? Alors, Damien nous propose le 4,1. Alors, pourquoi le 4,1 ne convient pas? Effectivement, Franck. Alors, Riyad, tu as raison, c'était juste pour le premier. Maintenant, on en est au deuxième. Et pour le deuxième, effectivement, on n'a pas l'info. Franck a raison, on n'a pas l'information. Il nous faut un CH qui soit lié à un O, OK, mais de l'autre côté, à un autre O avec une double liaison. Donc, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Il n'y a rien qui correspond. Donc là aussi, c'est bizarre. On vous met une table, mais elle n'est pas complète. Bref, bon. OK. Donc, on a vu un signal, deux signaux. Maintenant, finissons avec le méthacrylate de méthyle. Combien voyez-vous de groupes de protons équivalents? OK, parfait pour tout le monde. 3. 3, ça marche. Alors, si vous mettez 3 le jour de l'épreuve, on ne vous en voudra pas. À partir d'aujourd'hui, on peut quand même se dire, tiens, puisque je vais vous apporter l'info, on va essayer de s'en souvenir. Effectivement, tous ces groupes, tous ces atomes d'hydrogène sont équivalents. Tous ces atomes d'hydrogène ici, les 3 sont équivalents. Et ceux-là sont-ils équivalents? Réfléchissez, s'il vous plaît. Ces deux atomes d'hydrogène sont-ils équivalents au même titre que cela ou que cela? Regardez comment ils sont liés ici. Alors, c'est vraiment une subtilité, hein, d'accord? Donc, je pense réellement que le jour du bac, on ne vous sanctionnait pas si vous mettiez 3 signaux, d'accord? Par contre, si vous regardez, ici, vous avez un CH2. Donc, un C qui porte un H en haut, un H en bas. Et vous vous rappelez qu'il n'y a pas de liaison, de rotation possible autour d'une double liaison. Donc, l'hydrogène qui est en haut ne voit pas le même environnement que l'hydrogène qui est en bas, puisqu'ici, ce carbone porte des groupes qui sont différents. D'accord? Voilà, tout à fait, Riyad. Donc, il ne voit pas le même environnement. Bref, d'accord? Je répète, pour ceux qui voient 3, c'est déjà très bien. Pour ceux qui comprennent la petite subtilité que du fait qu'il y ait une double liaison et que du coup, cet hydrogène-là, eh ben, il ne peut pas se retrouver à la place de celui d'en bas parce qu'il n'y a pas de rotation possible, eh bien, comme le reste de la molécule n'est pas symétrique, le H d'en haut ne voit pas la même chose que le H d'en bas. D'accord? Donc, ça fait 2 groupes différents. Bref, donc on part sur 3 groupes. 4 groupes pour ceux qui ont compris la subtilité. Ces groupes sont de quelle nature? Allez, on réfléchit. Ouf, quadruplé, triplé, singulier. Comment tu fais, Riyad? Tu m'inquiètes là. Regardons. Alors, Riyad, concentre-toi sur ma souris. Regarde donc, je considère ce premier groupe-là. D'accord? Ce groupe-là, Riyad, a combien de protons voisins? 0. 0 pour Franck, ok, très bien. Donc c'est un singulier, il n'y a pas de voisin ici. Considérons maintenant ces protons-là. Ces protons-là ont-ils des voisins, Riyad? Je regarde, les voisins, ce sont ceux qui sont par l'atome juste à côté, hein, on ne va pas chercher plus loin. Donc je regarde l'atome juste à côté et je vois ici qu'il n'y a pas d'hydrogène. Donc ici, pas de voisins pour eux non plus, c'est donc un singulier. Hein, d'accord, Riyad? Enfin, je regarde ici, pour les hydrogènes de ces deux groupes-là, eh bien, il n'y a pas non plus d'hydrogène porté par le carbone voisin, donc pas de voisin. Donc, j'ai à nouveau des singuliers. Ça marche? Allez, parfait. Donc, est-ce que je vais pouvoir différencier ces 3 molécules par la spectroscopie RMN? Qu'en pensez-vous? Après tout ce travail fait à l'oral, oui, bien sûr. J'ai compris que dans la première, ici, j'ai 3 ou 4 signaux. Ici, en fait 4, d'accord, pour être rigoureux, j'ai 4 signaux ici. Ici, j'en ai 2 et ici, j'en ai comme. Donc, forcément, je vais pouvoir les différencier. D'accord? Je reviens sur le sujet.
En quoi l'une, l'autre ou les deux spectroscopies apportent-elles des informations permettant de valider le procédé? Alors, cette question, je l'ai encore une fois, une question bizarre, qui ne vous délimite pas vraiment la zone de réponse, elle ne vous aiguille pas vraiment sur ce qu'on attend de vous. On a déjà plutôt pas mal répondu dans la 2.3.1 et la 2.3.2. Donc, j'ai pas bien compris l'intérêt et la pertinence de cette question. Surtout ceux qui ont essayé d'aller voir la correction ont pu se perdre par rapport à ce qui est donné dans la correction. Je ne la trouve pas non plus super appropriée. Donc, je vais vous dire ce que j'ai compris. Donc, on me demande en quoi la spectro-IR et la spectro-RMN apportent des informations permettant de valider le procédé. Le procédé, on parle de celui-ci, hein, le procédé, là, je sais pas quoi, MGC. Le procédé MGC qui, à partir de propanone, une des espèces qui nous a intéressés, et de méthanoate de méthyle, une autre espèce que l'on a étudiée, permettait de créer du MAM. D'accord? Bon, eh bien, moi, je répondrais que, eh bien, en quoi les spectroscopies nous permettent de valider le procédé? Eh bien, je vois par la spectroscopie IR ou par la spectroscopie RMN que le procédé est valide parce qu'il me permet de créer du méthacrylate de méthyle, à condition que quoi? À condition que sur la spectroscopie infrarouge, eh bien, si je reviens sur mon corrigé ici, à condition que je vois la seule différence ici pour le méthacrylate de méthyle, c'était la présence de cette bande d'absorption caractéristique de la double liaison CC. D'accord? C'est vraiment la différence. Dans la spectroscopie infrarouge, c'est ici cette double liaison CC qui va me dire si oui ou non j'ai bien créé le produit attendu. Donc, la spectroscopie infrarouge va me permettre de valider le procédé à condition que j'ai bien sur le spectre du mélange réactionnel une bande d'absorption ici relative à cette double liaison carbone-carbone. Et dans le cas de la spectro-RMN, eh bien, je validerai le procédé à condition que j'ai donc 4 signaux sur le spectre. Voilà ce que j'aurais mis. D'accord? Honnêtement, je suis allée voir dans le corrigé, je trouvais ça, bon, je ne sais pas si vous êtes allés voir aussi, c'était un petit peu compliqué et honnêtement, je ne vois pas vraiment le rapport avec la question. La question est plutôt mal posée en tout cas. D'accord? Donc je ferai un bilan de ce que j'ai dit dans les questions précédentes. En disant vraiment qu'est-ce qui changeait au niveau du méthacrylate de méthyle, hein, d'accord? Donc je répète, hein, la CC dans la spectroscopie infrarouge et le fait d'avoir 2 signaux de plus dans la spectroscopie RMN, 2 singulés de plus. Alors la question 2-4 et si vous voulez, je peux m'arrêter. Je peux aussi m'arrêter s'il est 12h10. Si vous voulez, on reprend demain. J'aurais juste aimé finir la 2-4 pour pas m'arrêter en plein milieu de la partie. Donc si vous voulez bien, je vois que vous êtes encore nombreux à être connectés. Je vais finir la 2-4, manière que demain, on n'ait plus que la 3 et l'autre sujet à faire. D'accord? Alors, la 2-4. Déterminer en supposant que les réactions chimiques sont totales, la masse de chaque réactif nécessaire à la production d'une tonne de MAM. Donc, qu'est-ce qu'il faut que j'utilise ici? Donc forcément, je vous aide un peu parce que je vous mets sous les yeux ce qui va forcément être utile. Qu'est-ce que je vais utiliser nécessairement? Alors, la réponse est l'équation, bien sûr. L'équation de la réaction. Donc, il vous faut ça. La question est, je veux produire une tonne de MAM. Combien faudra-t-il de réactifs, de masse de chacun des réactifs? OK? En supposant, regardez ici, que la réaction est bien totale. Très bien. Donc, parfait, Riyad, M égale N fois grand M. Attention, ce n'est pas la première que j'aurais utilisée, Riyad. D'abord, je dois faire quoi? Je sais que je veux créer une tonne de MAM. Je dois donc calculer d'abord quoi? Oui, très bien, Riyad. D'abord, je vais chercher la quantité de matière de MAM. Allez, faites votre petit calcul si jamais il n'est pas fait. Je cherche la quantité de matière qui correspond à une tonne de MAM. Donc, N égale quoi? Du coup, on retourne la relation donnée par Riyad. On ne se trompe jamais dans ces relations, s'il vous plaît. N égale
Et non, non, Chloé. Et non, Chloé, tu vas voir que ça marche pas. Alors attention, pourquoi tu dirais ça? C'est faux. C'est pas. Alors, une équation de réaction te donne un bilan en quantité de matière, pas en masse. Donc, on va dire que l'équation dit que pour une mole de propanone, il faut une mole d'acide d'hydrogène, une mole de méthanoate de méthyle et que ça crée une mole de MAM. Voilà ce que te donne l'équation bilan de la réaction. Donc attention de ne surtout pas faire l'erreur de Chloé. Et c'est très très bien Chloé que tu l'aies écrit, que tu aies osé l'écrire. Vraiment, j'insiste là-dessus. Hein. Il faut vraiment dire tout ce qui vous passe par la tête. Comme ça permet d'éliminer ces petites erreurs que vous pourriez faire. OK? Elles servent à Chloé et elles servent certainement à d'autres. Donc n'hésitez pas. Donc, surtout pas faire ce qu'a dit Chloé. C'est pas un bilan de masse que vous donne l'équation bilan, mais un bilan en quantité de matière. C'est pour ça que je vais d'abord calculer la quantité de matière qui correspond à une tonne de MAM. Et pour ça, j'utilise la relation petit n égale, et c'est ce que je vous demandais, petit n égale petit m sur grand M, bien sûr. Et donc, je fais le petit m qui est une tonne sur le grand M qui est ici pour le MAM, 100 grammes par mol. Faites gaffe, une tonne sur 100 grammes par mol, ça ne va pas le faire. OK? Donc, il faut se mettre dans les bonnes unités. Donc, une tonne devient quoi? « 10 puissance 6, très bien. Et donc, vous faites 10 puissance 6 sur 100. D'accord? Vous êtes bien ici en grammes par mol. Vous aurez donc un résultat en mol, pas besoin de la calculatrice. 10 puissance 6 sur 10 puissance 2, ça fait 10 puissance 4. Alors là aussi, le sujet vraiment, il n'est pas génial parce qu'on vous dit une tonne. Donc une tonne, il n'y a pas de chiffre significatif, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas 1,0. Donc du coup, j'écris mon résultat avec un chiffre significatif. D'accord? Donc maintenant, je sais que la réaction a produit un 10 puissance 4 mol. OK, combien faut-il de ça et de ça, du coup, d'après l'équation bilan de la réaction? Parfait, pareil. Donc ça veut dire, l'équation vous dit, pour une, il y a un même nombre stoichiométrique. Donc si je veux créer 10 puissance 4 mol, il faut que j'ai utilisé 10 puissance 4 mol, 10 puissance 4 mol, 10 puissance 4 mol. Et donc du coup, j'en déduis les masses en faisant ce que me disait Riyad, petit m égale n fois grand M. D'accord? Les n, c'est les 1 10 puissance 4 et les grands M changent pour les trois réactifs que vous utilisez, 58, 27, 60. Et vous trouvez, attention, un résultat en grammes que je vous ai mis en tonnes parce que c'est énorme. C'est une grande valeur pour les grammes. Donc, j'ai changé pour créer donc une tonne de MAM. Il faudra, en respectant les chiffres significatifs, 0,6 tonnes de propanone, 0,3 tonnes de cyanure d'hydrogène et 0,6 tonnes de méthanoate de méthyle. Voilà. D'accord? Tu vois du coup, Chloé, que ça ne correspond pas à ce que tu disais. D'accord? Donc, faites bien attention. OK, ça marche. Bon, je m'arrête pour aujourd'hui. J'ai vu que j'ai perdu quelques élèves entre-temps. Il est presque l'heure d'aller manger. Donc, je vous souhaite un bon appétit. On se voit demain pour le sujet que je vous avais mis à faire pendant les vacances, celui-ci. D'accord? Allez, je vous souhaite une bonne journée. J'étais contente de vous avoir en ligne, même si je ne vous ai pas vu vraiment. Un jour, il faudra s'envoyer des photos quand même, hein, pour ceux qui restent encore connectés. Moi, j'aimerais bien voir à quoi vous ressemblez. Hein, vos visages me manquent. Donc, je ne pense pas que ça supporte la connexion de 60 visages, mais j'aimerais bien un jour quand même.